Good afternoon. Bonjour, je suis Karl Bernadac, je suis directeur adjoint de la direction Innovation, Stratégie et Recherche de l'AFD. Merci de nous rejoindre. À nos participants en ligne, n'ayez aucune hésitation à utiliser le chat pour nous poser vos questions que nous poserons à nos intervenants en votre lieu et place. Je suis ravi que vous soyez parmi nous, plein d'énergie pour cette fin d'après-midi. Nous avons eu des débats pleins d'enseignements ce matin et aussi en début d'après-midi sur la manière d'intégrer certaines variables dans nos modèles d'analyse. Et pour repenser les parcours de développement dans des espaces viables et avec des contraintes sociales et environnementales. Donc, lorsque la société veut se positionner dans ces espaces de vie, avec des frontières plus ou moins détériorées, qu'elles s'agissent des frontières sociales ou environnementales, on a affaire à une construction sociale. Donc la posture de développement, avec ses limites, peut également être explorée sous le concept de post-développement d'un point de vue ontologique, anthropologique et historique. La décision propose de se focaliser sur les visions du concept de développement et de se pencher sur son évolution, ses origines, à l'analyse des paradigmes sociaux actuellement dominants depuis un prisme historique, anthropologique et philosophique. Nous allons travailler avec différents chercheurs qui vont nous poser la question de la croissance dans les pays développés. Et pour les pays du Sud, nous allons voir les questions d'identité qui sont modifiées par la colonisation, ce qui aide à mettre en place des contrats où les différentes sphères s'enchevêtrent et où la quête de l'expansion économique se retrouve totalement incompatible à la notion de ressources finies sur la planète. Donc nous allons parler consommation de ressources, pollution, croissance, etc. Aujourd'hui, les compromis au niveau des ODD ont tendance à favoriser l'objectif 8, à savoir croissance économique et emploi, au détriment des dimensions environnementales et sociales. Et pour inscrire le développement dans un espace de contrainte, il va nous falloir redéfinir des voies qui permettent de prioriser, d'éviter celles qui priorisent les bénéfices à court terme par rapport aux bénéfices sociaux et environnementaux. Questionner les modèles d'intégration verticale qui trouvent leurs racines dans les pays du Nord et qui ont été globalisés et qui, pour être provocateurs, se fondent sur les industries d'extraction, sur la concentration de capital, sur la privatisation et sur le contrôle d'une grande partie de nos vies. Tout cela est en jeu et l'objectif de notre panel aujourd'hui est d'étudier plus en détail les codépendances entre les modèles du Nord et du Sud qui devront être coordonnés si nous voulons faire face aux défis mondiaux. Pour parler de ces questions, j'ai l'honneur d'accueillir le docteur Aram Ziais qui va nous parler de la remise en question des paradigmes de l'après-développement. Ensuite, le docteur Souleymane Bachir Diagne, qui va nous montrer pourquoi certains modèles ont tendance à devenir dominants. Et enfin, mademoiselle Perli Wong va nous dire comment nous pouvons nous reconnecter avec les connaissances locales et comment nous pouvons faire le lien entre le local et les institutions mondiales. Mais tout d'abord, écoutons le docteur Aram Ziai, qui est responsable du département politique de développement et études postcoloniales de l'université de Kassel en Allemagne, qui va commencer les débats en nous parlant de l'après-développement. Il va remettre en question l'ensemble du paradigme et va nous montrer comment il est possible d'envisager des futurs différents. Aram, je vous passe la parole. Merci. Merci Karl pour cette introduction. Je vais donc maintenant partager mon écran.
et j'espère que vous allez pouvoir voir ma présentation. So, can you now see my slides? J'espère que vous voyez mes diapositives sans problème. Ok, vous les voyez. Merci. Donc, mais pas en plein écran, d'après ce que l'on m'indique en régie. Très bien. Donc, je vais essayer de vous mettre mes diapositives en plein écran. Je suis désolé. Il faut que je refasse la manipulation. Okay, now? Is it the full screen? Est-ce que je suis en plein écran là? Yeah, coming on. Okay, thank you. All right, so Presque. D'accord, parfait. I will talk about the Donc, je voulais vous parler de la critique de l'après-développement, qui en fait critique tout le paradigme du développement. Ici, un exposé rapide de ce dont je vais vous parler dans le quart d'heure qui va suivre. Donc, je vais commencer par vous parler du paradigme du développement. Et ce paradigme, tel qu'on le comprend depuis Thomas Kuhn, c'était part de différentes hypothèses qui s'établissent à différents niveaux. Au niveau philosophique, au niveau métathéorique, théorique, métallurgique et pratique. Et tout cela revient à dire qu'il y a des sociétés développées et moins développées, que les sociétés industrialisées sont des sociétés développées et qu'il existe un état de développement universel qui peut être atteint et que cet état va être plus ou moins prononcé selon les régions géographiques. Ce paradigme donc existe et quand on regarde les conflits en théorie du développement, 95% des discussions s'articulent autour de ce paradigme. Moi, je souhaitais m'extraire de ce paradigme. J'ai donc commencé en lisant les premières publications qui ont été publiées dans les années 80, la première en 82, avec une hypothèse très polémique à l'époque, qui disait que le concept de développement, c'est une ruine dans le paysage politique, qu'il était temps de faire le deuil de ce concept du développement. Et comment en sont-ils parvenus à cette vision ou cette évaluation extrêmement négative du concept de développement? Eh bien, en utilisant 5 arguments. Le premier argument étant que le sous-développement est une invention. Le sous-développement a des racines qui sont profondément ancrées dans l'histoire, mais le programme consistant à développer les régions sous-développées a pour origine l'année 1949 avec Truman qui annonce un programme pour le développement des régions sous-développées. Et là, vous voyez qu'il s'agit de traiter le développement comme étant un discours, une représentation du monde liée au pouvoir. Et dans ce contexte historique, cela a eu un effet spécifique, car on était dans le contexte donc, de la guerre froide et des luttes anticoloniales. Et ces facteurs rendaient tous ces concepts nécessaires du point de vue des États-Unis et du point de vue du monde occidental. Et c'est ce qu'a dit Truman lorsqu'il a parlé de ce nouveau programme de développement et dans son annonce, il disait que la pauvreté dans les pays les moins développés ne devait pas simplement être réduite pour le bien de l'humanité, mais également parce que cela menaçait la prospérité des régions les plus riches, à savoir les États-Unis. Et
Il parlait donc d'un développement basé sur des valeurs démocratiques qui aurait un effet tout à fait bénéfique sur l'économie et l'industrie américaine. Et là, vous avez donc une idée qui est à la base de ce concept, à savoir qu'il n'y a pas de contradiction entre l'investissement, les investisseurs riches dans les pays du Nord et les pauvres dans les pays du Sud. Et c'est là un présupposé de base qui est tout à fait accepté. Ensuite, le développement peut être décrit comme étant un programme destiné à légitimer l'ordre du monde capitaliste dans le Sud via des promesses de développement. Vous allez pouvoir vous développer, vous allez pouvoir avoir le même niveau de vie que dans les pays développés d'ici les 20 prochaines années. Mais pour cela, mais tout cela aboutissait à maintenir les ressources des pays pauvres dans un état post-colonial. Donc là, maintenant, la majorité est définie comme sous-développée. Et cela est dénoncé comme étant une question de perception. Esteva et autres ont critiqué le fait que pour les pays du Sud, leur destin était de rattraper les pays du Nord, car c'était pour eux le seul moyen de bien vivre. Et tout cela est lié à des facteurs économiques. J'espère qu'il n'y a pas trop d'économistes dans la salle, mais l'économie est en général vue comme n'étant pas une science dure, mais comme le disait Escobar, comme un discours social. Qu'est-ce qu'on entend par cela? Eh bien, tout d'abord, qu'on définit une bonne vie comme étant une vie qui se mesure à l'aune de richesses matérielles, et en ce sens, l'économie ne fait pas de distinguo entre la frugalité et la pauvreté, alors que dans la frugalité, on peut dire que les gens n'ont pas beaucoup de revenus disponibles, mais ont accès à des biens communs, à des produits agricoles, etc. Et sont donc différents des personnes qui sont pauvres, où leurs besoins primaires ne sont pas satisfaits. Et cette pauvreté, ce dénuement n'est apparu qu'après la fin de la colonisation dans le Sud. Donc oui, dans les situations de dénuement et de pauvreté, il y a perte de revenus, mais avec un impact majeur sur les besoins de première nécessité que vous n'avez pas dans une situation de frugalité. Donc maintenant, prenons la situation d'une agriculture de subsistance, on va vous dire que l'économie moderne considère que c'est un problème à résoudre grâce à la croissance économique. Et la croissance économique est alors liée à la production de biens qui va ensuite répondre aux besoins humains. Mais Coste nous dit que cette loi de la pénurie, qui a toujours une rareté de certains biens, eh bien ça c'est une construction sociale définie par les économistes qui n'ont pas réussi à intégrer le fait que peut-être que les gens pourraient se satisfaire d'un nombre limité de biens qu'ils posséderaient. Et l'idée de suffisance n'apparaît pas dans ces constructions qu'ont les économies conformément à la période d'après-développement. Et donc tout cela nous amène à la production de nouveaux besoins qui ne peuvent être satisfaits que par le marché. Et tout cela est lié au mécanisme du capitalisme lui-même. Et les économistes vous disent que ce modèle de société valorise d'autres type de fabrication de connaissances. Par exemple, la productivité de la nature. Amarcino, par exemple, nous dit qu'une rivière propre, stable, et non polluée n'est pas une
ressource qui nous protège en tant que telle, elle n'est une ressource que si elle aboutit dans un barrage qui va produire de l'électricité qui va pouvoir être vendue sur le marché. Donc, certains voient le développement comme... Certains ont donné du développement plusieurs nouvelles définitions et parlent de différents programmes de développement, passant par l'éducation des filles, par la responsabilisation, etc. Et tout cela a fait que le concept a perdu toute forme et qu'il n'est plus possible de pointer le doigt sur ce qu'est le développement dès lors que quelqu'un parle de développement. Et tout ceci a mené à de nouvelles définitions et à de nouvelles compréhensions également. Comme cela a été déjà dit auparavant. Vous avez des combattants des guérillas socialistes, par exemple, en Colombie, et prenez des personnes, des fermiers aux États-Unis, tous vont vous dire que le développement c'est quelque chose d'important, mais bien entendu, ce qu'ils mettent derrière le mot développement est tout à fait différent. Jusqu'à présent, la supériorité de la croissance économique et du modèle occidental a toujours fait partie du discours malgré les tentatives de nouvelles définitions. Et ces nouvelles définitions ont été décrites comme étant des étapes dans le cycle de définition du développement économique. On a commencé dans les années 50 et on s'est rendu compte qu'on pouvait développer des stratégies, qu'on pouvait mettre en place une modernisation, aboutir à une croissance économique qui générait des investissements, qui ensuite a mené à un échec, parce que dans les années 60 déjà, au niveau des Nations Unies, on voyait très clairement que les parties les plus pauvres des sociétés partout dans le monde n'ont jamais bénéficié de ces processus de développement. Pour autant, cela a amené à de nouveaux diagnostics des déficits et vous aviez des experts de la Banque mondiale qui disaient « Ah oui, ça n'a pas marché, mais parce qu'on ne s'est pas suffisamment concentré sur le développement rural, le développement social et sur de nouveaux besoins. Donc on va mettre en place de nouveaux programmes, etc., qui ont mené à de nouveaux échecs. » Et ensuite, on a eu un nouveau diagnostic. Et là, on vous dit « Ah oui, mais on n'a pas pris suffisamment en compte le rôle des femmes dans le développement économique. » Vous vous rappelez du bouquin d'Esther Duflo sur le rôle des femmes dans le développement économique. Puis on nous a sorti d'autres arguments, la bonne gouvernance, la durabilité, le microcrédit. Et à chaque fois, l'industrie du développement nous sort un nouveau diagnostic qui est porteur de nouvelles promesses. Et à chaque fois, les experts trouvent de nouveaux aspects du besoin. Et la question est de savoir ce qui ne tourne pas rond. Et l'éléphant dans la salle, c'est le capitalisme mondial. Est-ce qu'il est possible ou non d'obtenir un développement pour tous en se fondant sur un système de capitalisme mondial? Ces questions ont été posées dans le domaine de la théorie du développement. Et beaucoup d'auteurs tentent d'y répondre. Mais aujourd'hui, vous avez ici sur la photo une machine qui annule la gravité. Et je pourrais dire que les machines antipolitiques ont été un faux argument, car on a avancé différents arguments selon lesquels on ignorait les conflits politiques tout en favorisant les solutions techniques. Et James Ferguson disait que en réduisant la pauvreté à des problèmes techniques,
Il est impossible de traiter profondément de la pauvreté dans le monde d'aujourd'hui. Et l'argument est que les agences de développement sont dans l'incapacité de reconnaître les relations de pouvoir qui sont à la base des inégalités, car elles ne sont pas en position pour régler ces problèmes de pouvoir, parce que cela impliquerait qu'elles s'occupent de politique et qu'elles soient renvoyées très rapidement de certains pays. Et bien souvent, ces agences vous disent, attendez, nous, notre boulot, c'est pas de nous mêler de politique. Nous, notre boulot, c'est d'opérer du transfert de connaissances, du transfert de capitaux, de financer des projets. Mais, selon Frick, tous ces efforts vont dans le mur, car aucun problème ne peut être résolu sans que l'on résolve le problème de l'équilibre des pouvoirs. Et l'on ne peut résoudre le problème de pauvreté sans bousculer un petit peu les riches dans un pays. Et par ailleurs, les agences de développement vous disent qu'elles sont apolitiques, mais elles travaillent à des actions qui ont une dimension politique. Par exemple, elles transfèrent des fonds au gouvernement, ou elles amènent les gouvernements à opérer des réformes économiques qui, bien entendu, ont des conséquences politiques. Donc, ici une citation. Fearsome parle d'une anecdote sur un expert de l'Agence canadienne de développement à qui on dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait ?» Il dit on a fait telle et telle chose, mais le problème, c'est que les personnes qu'on essayait d'aider au Lesotho ont utilisé leurs revenus dans les mines d'Afrique du Sud et les salaires sont épouvantables parce qu'il n'y a pas de syndicat qui soit autorisé là-bas. Donc il faudrait faire pression sur le gouvernement pour que le gouvernement d'Afrique du Sud autorise les ouvriers des mines à se former en syndicat. Mais l'agence de répondre « Ah non, non, on ne peut pas faire ça, parce que ça, ce serait nous occuper des affaires politiques de l'Afrique du Sud. » Donc, dernier argument, la fin de l'ère du développement, ce sont là déjà des arguments qui ont été avancés dans les années 90. Et ce qui était dit à l'époque, c'est que les problèmes écologiques ont mis en lumière le fait que le style de vie des pays occidentaux ne peut être universel, car il nous faudrait 3 ou 4 planètes pour que tout le monde puisse vivre avec ce niveau de vie. Ensuite, fin de la guerre froide. Et si la fin de la guerre froide et de la décolonisation ont donné naissance à ce mode de développement, ils ont entraîné le Sud sur les rails de ce qui est superflu. Mais depuis 2011, on constate une inversion. Et aujourd'hui, le développement et aujourd'hui, on voit que le développement qui consiste à amener les pays anciennement sous-développés au même niveau de développement que les pays développés selon les mêmes modèles est un échec. Et ensuite, il nous faut un concept qui permette d'homogénéiser les choses. Et il ne s'agit pas d'occidentaliser le monde. On a vu beaucoup de protestations à travers le monde et beaucoup de soulèvements. Donc, sur la base de tout cela, nous devons identifier des alternatives au développement. Et en parlant d'alternatives au développement, et il parle de notions permettant de conceptualiser la façon d'atteindre l'égalité. Ils avancent que ces alternatives au développement
peuvent déjà être observés aujourd'hui lorsque l'on regarde les mouvements sociaux dans le Sud, dans les pays du Sud. Cependant, il souligne qu'il ne s'agit pas simplement de chercher une alternative. Les développements alternatifs que nous avons pu observer étaient en réalité une façon plus ou moins différente de devenir une société, entre guillemets, moderne, au lieu de chercher une alternative à ce modèle hégémonique que l'Occident essayait d'universaliser. Et ce qui est important ici est de ne pas parler d'une alternative au développement, mais d'un pluriverse d'alternatives. Cela veut dire qu'on ne peut pas se dire qu'une personne, un expert, même un groupe d'experts saurait comment le monde devrait être. Dans l'après-développement, il est avancé qu'il existe aujourd'hui des modes de vie auto-organisés qui sont le résultat de l'exclusion du projet du développement. Par exemple, certains modes d'agriculture qui se sont développés parce qu'on n'avait pas accès aux communs. Certaines personnes se sont rendues dans les villes, n'ont cependant pas réussi leur vie dans les villes et par conséquent ont commencé à s'organiser, à se réorganiser afin de pouvoir de nouveau renouer avec des traditions culturelles ancestrales, avec le travail des communs. Aram, je suis désolée, nous devons arriver à la fin de votre présentation rapidement, s'il vous plaît. C'est la dernière diapositive, donc j'en arrive très rapidement à la fin de ma présentation. Et donc, je voulais vous parler des mouvements Chico, des zapatistes au Mexique, ainsi que du concept de Buen Vivir en Bolivie, en Équateur, ainsi que d'autres alternatives moins progressistes anti-Occident comme Arzagdegi en Iran ou ce qui se passait au Rojava. Donc, que peut-on conclure? Tout d'abord, le fait que les modèles de société occidentaux ne sont que l'une des solutions existantes aujourd'hui. On peut regarder ce qui se passe dans les pays du Sud, voir ce que l'on peut apprendre de ces organisations et de ce que l'on peut en apprendre dans le Nord, particulièrement sur les questions de soutenabilité. Nous avons besoin également d'un nouveau cadre pour comprendre les inégalités mondiales. Certains offrent de l'exploitation, par exemple, qui pourrait être ce cadre de compréhension du monde. Et enfin, de nouvelles idées, de nouveaux idéaux peuvent être visés, tels que le pluriverse, l'autodétermination, la solidarité, la justice, la décroissance et la solidarité. Voilà, je vous remercie. Et vous trouvez à la fin de ma présentation les références. Et voilà pour moi. Merci beaucoup, Aram. Je vais à présent pouvoir donner la parole à notre deuxième orateur, Dr Suleiman Bachir Diène, professeur de philosophie à l'Université de Columbia, où il va nous partager avec nous le concept de l'après-développement en se penchant sur les liens entre ces concepts, l'économie et l'éducation. Il se concentrera sur l'Afrique et expliquera pourquoi certains modèles peuvent devenir dominants, sont plus attirants que d'autres et comment les structures sociales peuvent évoluer. Suleiman. Je vous remercie infiniment. Good morning, everybody in Paris. Bonjour à tous et à toutes à Paris, en ligne. Merci aux organisateurs de m'avoir invité pour participer à cette discussion sur l'après-développement. Et la raison pour laquelle on m'a tout d'abord présenté en français, c'est parce que j'ai annoncé que je m'exprimais en français, mais je me détesterais si je devais agir différemment que tous les autres, donc je vais essayer d'improviser une traduction anglaise d'une présentation que j'ai rédigée en français.
Donc, je vous demande d'avoir un peu de patience avec moi si je m'improvise traducteur DeepL à partir de maintenant. Donc, ma question est de savoir que veut dire l'après dans la notion après-développement. D'une part, après, cela veut dire qu'il faut prendre du recul par rapport au développement, mais également qu'il faut s'ouvrir et ouvrir des alternatives au développement. La structure de ma présentation est donc très simple. Tout d'abord, envisager l'après-développement comme une rupture et ensuite l'après-développement comme une ouverture. Et je vais commencer par un fait très simple. Le concept d'après-développement a vraiment gagné du terrain dans les années 80 avec le livre de l'anthropologue Pablo Escobar, qu'Aram Ziaï vient juste de citer. Au milieu des années 80, nous en avons vu la mise en œuvre dans les pays dits en développement, avec des réformes structurelles ou des programmes d'ajustement comme on les connaît. Bien sûr, ici, je ne vais pas parler avec vous des résultats de ces programmes d'ajustement structurel, mais pour comprendre entièrement le contexte dans lequel cette notion d'après-développement a gagné du terrain, je pense que l'on peut déjà s'accorder sur les résultats sociaux de ces programmes d'ajustement et en conclure que ces résultats ont été catastrophiques pour de nombreux pays. Je peux lister quelques-unes de ces conséquences, par exemple le chômage, la baisse des dépenses dans le domaine social, la chute de la protection sociale et l'explosion des taux de pauvreté. Donc, il y a vraiment eu le développement de ce sentiment, de cette impression qu'on ne parlait plus de développement, mais de mesures palliatives réellement, comme par exemple toutes les mesures permettant de lutter contre la pauvreté. Dans ce contexte de désenchantement, le concept d'après-développement a vraiment gagné du terrain. Et pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la généalogie de ce contexte de développement était de plus en plus remis en question, ce que Aram Ziaï vient de présenter. Cette généalogie est sans aucun doute une généalogie colonialiste. On peut remonter à l'origine du mot en se tournant vers la mission de soi-disant race supérieure qui avait la mission de tirer d'entières races et de les éduquer. C'était vraiment une terminologie évolutionnaire. Et ce type de langage n'a pas changé lorsque la terminologie a, elle, changé et qu'on a commencé à parler de société primitive versus société avancée ou société moins avancée versus société plus avancée. On peut toujours retrouver ce type de langage dans l'opposition entre société moderne et société traditionnelle. Donc, tous ces concepts, en réalité, reflètent le même langage, le même langage évolutionnaire. Et on trouve ainsi, donc, des sociétés développées et des sociétés sous-développées. Sous-développées étant ensuite devenues sociétés en développement, pour dire que l'on ne parle pas ici de l'essence de ces sociétés, mais de sociétés qui seraient en transition et donc des sociétés qui seraient encore en route pour atteindre l'objectif des sociétés développées. Mais ce serait une trajectoire, un parcours linéaire que chaque société se devrait d'emprunter. Donc, dans ce contexte,
C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre le concept d'après-développement comme une rupture avec le champ lexical que je viens de vous présenter. Ici, on peut soulever deux questions. Pourquoi la sémantique est-elle si importante? Après tout, si la généalogie de ce concept est telle que je viens de le présenter, peut-on dire que les mots ont des étymologies, une généalogie, une histoire, mais ce qui compte le plus, c'est leur utilisation actuelle. Donc, on pourrait se demander pourquoi doit-on critiquer la façon dont l'on nomme les actions des sociétés développées plutôt que ces actions elles-mêmes. Donc, c'est-à-dire que l'on pourrait détacher le mot utilisé pour décrire les actions des actions elles-mêmes. Ce n'est pas une question abstraite ou de pure philosophie. La raison est que le concept lui-même, le mot que l'on utilise, est un obstacle épistémologique. Si l'on cherche à réfléchir aux actions elles-mêmes. Donc, les critiques ici, cette évolution linéaire explique que le sous-développement est le résultat d'un mot qui est divisé, comme Léopold Senghor a dit lui-même. L'ordre de l'injustice qui régit les rapports entre le Nord et le Sud. The order of injustice defining the relationship between North and South. And here, what Senghor is saying. Et ce que Senghor dit ici est tout simplement qu'il ne faut pas envisager cette situation comme une division existante entre un Nord riche et un Sud en développement ou sous-développé. Une situation que l'on comprendrait et que l'on gérerait que d'un point de vue économique. Pour Senghor, la base même, le socle de cet ordre d'injustice mondiale est avant tout culturel. Et ce n'est que dans un second temps que c'est un objet économique. Ici, il veut dire donc que la culture est la superstructure, parce que pour lui, l'infrastructure est ce qu'il appelle le mépris culturel, et la superstructure est la continuation d'un ordre économique injuste. Il n'a pas fermé les yeux sur l'aspect économique des choses. Bien au contraire, il a adopté le point de vue des pionniers des latino-américains, de l'école latino-américaine de Paul Tremich, notamment, et sur la base des réflexions de ces économistes d'Amérique latine, Senghor a utilisé les termes de détérioration, les termes de l'échange, une thèse selon laquelle le prix des produits rares décroît vis-à-vis des prix des produits manufacturés sur le long terme, et donc condamne ainsi les économies reposant sur les matières premières à décroître en permanence. Donc, dans la structure même du capitalisme mondial, telle que peuvent être critiqués par les altermondialistes et les mouvements et philosophes
critique. Et donc pour Senghor, la structure du monde n'est pas le fruit d'un mécanisme économique aveugle, mais le résultat de ce qu'il fait référence, de ce qu'il appelle le mépris culturel. Et donc, ainsi, on internalise l'idée que nous devons tous viser à devenir des sociétés développées. On comprend ainsi le développement comme une imitation, une conformation à un modèle externe. C'est très important à comprendre parce que cela nous conduit à penser que ce qui vous empêche en tant que société sous-développée à être comme nous, les sociétés développées, est précisément ce qui fait la différence entre vous et nous. Votre différence, votre culture est donc le problème. La période des programmes d'ajustement structurel est d'ailleurs la période au cours de laquelle on a vu le développement de l'afro-pessimisme. Cette notion selon laquelle la cause même du sous-développement serait les Africains eux-mêmes. L'Afrique tout entière devrait ajuster sa culture. C'est quelque chose que l'on a pu entendre dans les années 90. Axel Pabou a publié un article très important, et si l'Afrique refusait le développement, un livre plutôt publié en 1999 et est devenu très connu, il est lu, il est acclamé comme un livre qui enfin dit la vérité aux Africains. Lorsque vous commencez quelque chose en disant « ne soyons pas politiquement corrects », généralement derrière vous entendez des choses très problématiques, n'est-ce pas? Et d'une certaine manière, ce livre a été acclamé comme disant cette vérité un peu gênante. Et est la représentation même de cette notion développée par Senghor de mépris culturel. Je vais à présent passer à la deuxième partie de ma présentation, voir l'après-développement comme une force de proposition, une ouverture. Le concept d'après-développement peut avoir une valeur en tant que proposition et pas simplement comme critique, justement lorsque l'on regarde la culture. Ce n'est d'ailleurs pas par coïncidence que les auteurs principaux de ces arguments sont des anthropologues ou des économistes qui mettent fortement en avance des critères et paramètres sociaux. Il existe un dénominateur commun dans les différentes approches des penseurs de l'après-développement. Ils disent qu'on n'a pas à se conformer à un modèle externe. Ils insistent sur l'aspect autochtone de tout type de développement. Ici, je tiens à citer un historien de Burkina Faso, Joseph Kizerbo, qui a repris un proverbe africain. On ne peut pas dormir tous les jours sur le matelas de quelqu'un d'autre. Et il a donc dit on n'est pas développé, on se développe. L'après-développement insiste sur la culture, sur la possibilité d'avoir une capacité d'agir interne, sur la soutenabilité qui serait une réponse à cette ligne d'injustice mentionnée par Senghor. S'agit-il ici tout simplement d'un relativisme culturel? C'est une critique qui a déjà été adressée. Dit-on que chaque culture aurait son propre modèle de développement? Non. Le principe, cependant, vise à
utiliser au mieux la culture telle qu'elle existe et les connaissances qu'elle a pu produire. La première question, le premier point est donc de faire attention à ce que l'on peut appeler les économies populaires urbaines, ce que l'on peut peut-être plus souvent appeler le secteur informel, puisque c'est un secteur où l'on retrouve beaucoup de créativité et de culture. Deuxièmement, il faut mettre en avant l'importance des cosmologies des vivants pour mettre en lumière la place des humains au sein, en relation avec la nature et d'autres êtres vivants. Ainsi, les cosmologies africaines peuvent être un exemple permettant de repenser les relations avec la nature qui ne reposent pas sur la prédation et la destruction. Aram Ziai a déjà parlé du modèle de Partition, d'être propriétaire de la nature, qui pourrait être aujourd'hui remis en équilibre en utilisant les différentes cosmologies et en pensant l'être humain comme faisant partie de la nature et non pas comme un empire en lui-même. Aujourd'hui, lorsque l'on essaye de penser aux droits de l'environnement, aux droits environnementaux, par exemple, le droit de la rivière de ne pas être polluée, nous retrouvons des éléments culturels qui pourraient alimenter nos réflexions sur le développement. Et c'est d'ailleurs l'apport de la notion de la réflexion de l'après-développement. Après avoir insisté sur cette cosmologie de solidarité avec les êtres vivants, je pense qu'il ne faut pas romantiser non plus la culture. Ici, je veux insister sur la capacité d'agir et la possibilité d'avoir chacun ses propres objectifs qui ne seraient pas complètement bloqués dans une philosophie déterminant une identité culturelle, mais s'inscrivant dans une philosophie plus ouverte. Il ne s'agit plus tant d'avoir une identité propre, mais plutôt d'être. Il faut reconnaître l'importance de l'anthropologie ici et de son rôle dans le développement, mais une anthropologie prospective. Par exemple, redonner à la jeunesse et aux femmes leur rôle pour apporter un point essentiel pour l'Afrique. Et donc, il faut penser aux problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui en lien au futurible, pour reprendre le terme des perspectivistes français, c'est-à-dire l'avenir que nous souhaitons. On ne parle donc pas de sociétés traditionnelles pour lesquelles chaque action est dictée par les traditions, par leur propre identité. La pensée prospective vise plutôt à déployer des actions aujourd'hui qui sont dictées par la vision de l'avenir que vous souhaitez atteindre et réaliser. Dernier point, autre point très important pour l'après-développement, la coopération Nord-Sud, Sud-Nord. C'est essentiel, bien sûr. Si l'on veut avoir les rênes de sa propre vie, pouvoir suivre sa propre vision et pas simplement imiter un modèle externe. Zletkav est probablement, par rapport à l'Afrique, Zletkav, donc la zone de libre-échange continentale africaine, était probablement la plus grande décision que nous ayons prise. C'est un projet africain qui permet de développer des relations entre les pays africains.
Ils ont été intégrés dans le modèle capitaliste mondial via des modèles extractivistes imposés par les centres occidentaux qui imposaient donc à leurs marges et périphéries leur propre modèle de développement. Donc cette intégration verticale au capitalisme mondial était le socle de la coopération Nord-Sud. Et le modèle du ZLECAf permet de s'extraire de ce pacte colonial au travers duquel les pays africains n'étaient liés au marché mondial que par un lien vertical, sans penser au développement de relations horizontales entre ces pays africains. C'est quelque chose qui n'a pas existé pendant la période coloniale. Et il est vrai que le colonialisme a investi dans par exemple, chemins de fer, pour les points entre des capitales des pays africains, mais ils n'ont pas investi dans des infrastructures qui pouvaient toucher d'autres villes des pays, tout simplement parce que ce n'était pas immédiatement rentable. Le colonialisme a donc très peu investi dans des infrastructures et ainsi l'aide au développement a bien longtemps décidé de ne pas investir dans les infrastructures. Donc, l'idée d'avoir un agenda africain, d'avoir développé cette zone de libre-échange continentale, montre bien que la priorité est de créer un espace réellement intégré qui permettrait ainsi aux populations de décider pour elles-mêmes, ce qui est probablement le point le plus important sur cette coopération sud-sud traduit par la ZLECAf en Afrique. Et ensuite, vous pouvez donc être relié au capitalisme mondial, mais vous ferez partie de cet ordre mondial d'après vos propres objectifs, en suivant vos propres objectifs, ou en tout cas en ayant une plus grande capacité de négociation. Donc voilà, j'espère avoir pu vous offrir une traduction au vol suffisante de mon texte français. Je vous remercie de votre attention. Thank you very much, Suleiman, for this very insightful thought you share. Merci pour ces idées que vous avez partagées, et nous allons reparler des coopérations Sud-Sud qui élaborent leur propre programme. Je voulais maintenant présenter notre troisième intervenante, Pearlie Wong, qui est ethnographe et doctorante à l'université de Madison dans l'État du Wisconsin, qui va nous parler de la décolonisation et qui va nous montrer comment faire le lien entre les problèmes locaux et les institutions internationales. Merci à vous. Pearlie, à vous pour une vingtaine de minutes. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de participer à cette discussion car cela nous permet de nous parler. J'espère faire partie des anthropologues prospectifs dont on vient de parler. Le titre de ma présentation est « L'après-développement de la théorie à la pratique ». Et la raison pour laquelle je parle de l'après-développement, eh bien, c'est parce que, et comme on l'a déjà dit, le concept d'après-développement envisage la fin du développement, quand bien même ce développement ne serait-il pas là. Et ce que j'ai appris sur les idées du post-développement m'a beaucoup fasciné.
Et de mon passé personnel, j'ai travaillé avec différentes agences de développement international pendant de nombreuses années avant de rejoindre les États-Unis pour ma thèse. Et lorsque je réfléchis aux personnes, aux comités partenaires avec lesquels j'ai travaillé, je me dis que sans doute devons-nous aller au-delà de l'après-développement. Et ceci, si l'après-développement, c'est le rejet du développement et la recherche d'alternatives qui se séparent de la structure hégémonique. Et c'était un petit peu ce dont parlait Suleiman à la fin de sa présentation. Et donc, ce que je voulais dire ici, c'est que nous devons véritablement faire le lien entre le local et le global, car le développement, ce n'est pas une opposition entre le local et le local. Et le global. Les gens au niveau local vivent déjà dans le global et les choses sont beaucoup plus complexes que cela. Et autre point que je souhaitais citer, c'est le développement et les structures de pouvoir qui ne disparaissent pas du jour au lendemain. Le développement en tant qu'industrie est là et existe et continuera d'exister dans un proche avenir. Et les gens, quand je dis les gens, je veux dire les communautés de personnes, les sociétés avec lesquelles j'ai travaillé aspirent au développement. Ce que veut dire développement pour chacune de ces personnes peut être différente, mais ils aspirent au développement. Et c'est quelque chose qui est complètement internalisé pour eux. Donc, le développement peut être une critique, mais peut également être une opportunité, car les personnes peuvent toujours élaborer leur propre programme en utilisant le mot développement. Ce mot développement n'est pas monolithique, et des observations que j'ai faites, les personnes au niveau local remodèlent ce mot et remodèlent le contenu de ce mot. Vous allez le voir dans mes études de cas. Et il est très utile pour les personnes d'établir des réseaux, de mobiliser des ressources et donc de se responsabiliser. Et quand vous utilisez le même langage, vous pouvez avoir un impact sur les personnes qui sont décisionnaires. Donc la participation au développement permet de mobiliser des ressources dans l'atteinte des ODD. Maintenant, permettez-moi de vous parler de l'étude de cas que j'ai menée ici au Népal et je voulais véritablement vous montrer comment les gens travaillent dans le cadre d'une approche bottom-up et je voulais simplement vous donner quelques éléments et j'espère que cela vous permettra de voir comment cela fait du sens en matière de soutenabilité. Donc, ici, on est au Népal, dans une société hindoue patriarcale, avec absence pratiquement complète de services publics et tout ce qui était bien de consommation jusque dans les années 50 était réservé à l'élite royale. En 1950, dans les années 50, il y a eu un mouvement démocratique, mais très rapidement, les pouvoirs ont été repris par un pouvoir totalitaire et le mouvement de développement tel que proposé par Truman aux États-Unis ne s'est pas vraiment produit parce que, à l'époque, il était vu qu'il était important de ne pas se faire influencer. Et puis, vous avez eu un nouveau mouvement démocratique dans les années 90. Et après ce deuxième mouvement démocratique, personne n'a monopolisé le pouvoir. On pouvait parler d'une véritable démocratie. Mais après ce mouvement démocratique, en 1996, on a vu apparaître une guerre civile d'une dizaine d'années dans le pays à cause d'inégalités qui étaient dues à l'organisation caste et aussi aux inégalités entre les sexes. Et ce n'est qu'en 2015 qu'est apparue une nouvelle constitution fédérale. Aujourd'hui, le Népal a un taux de migration extrêmement élevé. Les gens quittent le pays pour trouver du travail ou pour se former.
Et cela a eu beaucoup de conséquences dans les zones les plus rurales parce que ce sont les jeunes qui ont quitté le pays. Le pays dépend des remises d'argent des migrants ainsi que de l'aide internationale. Maintenant, je voulais vous parler de la communauté de Shikarapur qui se situe à 20 km de Katmandou, au Népal, et qui met en œuvre des programmes d'éducation depuis 20 ans. Vous avez le collège de Shikarapur, l'école communautaire, le centre de formation. C'est une école ouverte qui permet de former des jeunes qui ont quitté le système éducatif traditionnel. Puis vous avez l'école d'agriculture, etc. Et vous avez par ailleurs la Fondation Rukmini qui a été créée par des membres d'une famille qui avait émigré aux États-Unis et qui ont organisé des opérations de financement pour lever des fonds afin d'assurer le développement de la communauté Shikarapur. Je vais maintenant vous parler de ce qui a été fait par des personnes avec lesquelles je travaille et vous dire ce que veut dire la soutenabilité pour eux. Et je souhaitais également caractériser chacune de ces citations par une observation. Donc la première observation que j'ai ici, c'est le sens de la soutenabilité dans un contexte local qui évolue en fonction des processus nationaux et globaux. Tout d'abord, les positions par rapport au mariage et à la discrimination. Lalita nous dit, depuis que puisque j'ai été mariée en tant qu'enfant, je sais que cela fait mal et je n'ai pas pu continuer mes études. Autre citation. Les gens ne nous évaluent que comme des gens. Les gens évaluent au niveau physique, financier et décident si cela est développé ou sous-développé. Mais ce n'est pas la vérité. On devrait parler d'attitude et de comportement et de comment nous aider les uns les autres, nous dit Sachi. Si le développement rend les gens pauvres ou riches, fait qu'il y a des gens pauvres et riches, on n'est pas dans le cadre d'une société développée. Donc c'est très important parce que tout cela permet... Cette deuxième citation d'un homme de près de 70 ans, qui a donc une véritable éducation politique et qui voit que la société demande une certaine égalité. Et après les interventions de développement, on insiste sur les aspects de l'éducation pour tous. Et tout cela, ça fait partie du contexte qui informe ce témoignage de Shachi. Et puis récemment, on a vu que désormais, on parle moins de l'accès à l'éducation que du côté pertinent de l'éducation. Depuis 2015, on a beaucoup de gens qui vont à l'étranger pour faire des petits boulots. Certains étudiants n'ont pas de bons diplômes au niveau académique et ne peuvent aller au-delà de la 6e. C'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir à une école d'agriculture pour que les gens puissent acquérir des compétences en agriculture. Notre école d'agriculture utilise un concept d'enseignement sur le terrain. Nos formations sont très pratiques. Et même lorsque les étudiants ne sont pas des agriculteurs eux-mêmes, ils ont accès à des jardins communautaires et peuvent utiliser des engrais. On essaye de faire le lien entre l'agriculture et les entreprises et on souhaite aussi développer les auto-entrepreneurs. Donc voilà, avant on évaluait l'accès à l'éducation, mais maintenant que beaucoup de jeunes ont eu accès à l'éducation, ils veulent une éducation qui soit pertinente et qui leur permette de vivre dans leur pays. Donc, voici ce dont je vous parlais, c'est l'école d'agriculture qui est fabriquée d'anciennes bouteilles recyclées, comme vous le voyez. Et la deuxième observation que je voulais faire ici, c'est que il faut se concentrer sur les
ressources, les ressources qui vont au-delà du local. Ici, le projet de cette école. Donc, l'idée de l'école en bouteille, c'est celle d'un architecte américain qui a monté une maquette. Ça a été vu par une famille qui avait émigré aux États-Unis et qui a été très intéressée parce qu'il n'avait pas les finances pour construire une école en briques et en ciment. Donc, ils ont contacté l'architecte qui était Bill Hutchinson de l'Université du Maryland et lui ont demandé l'autorisation de construire cette maison. Et il y a donc une salle de bain, des toilettes par compostage. Et tout cela a été mis en œuvre a été financé par différents migrants. Et l'architecte a également contribué à former les équipes sur place. Puis, comme je vous le disais, avec cette petite fondation Rumini, c'est une fondation qui permet de lever des fonds auprès de familles qui ont émigré à l'étranger et qui ont financé la construction de l'école. Et vous avez également différents voyages des dirigeants de l'école au Japon, grâce à l'UNESCO. L'UNESCO a assuré la promotion de la création de ces centres d'enseignement et ont financé les voyages de ces Népalais vers le Japon pour qu'ils puissent assister à des conférences où ils ont tissé des relations avec une ONG japonaise et européenne. Et c'était bien l'objectif de l'UNESCO, c'était de permettre une mise en réseau. Et donc, grâce à ces relations, vous avez des ONG qui sont venues au Népal plusieurs fois pour leur apporter leur soutien en expertise en agriculture et pour leur apporter un soutien. Et à cause de tout ce qui a été fait depuis des dizaines d'années, une ONG européenne, du Luxembourg d'ailleurs, a été avertie de cette initiative et a décidé de financer la construction de cette école d'agriculture. Par ailleurs, il y a eu des demandes de bourse qui ont été soutenues par des amitiés internationales. Pour ma part, j'ai par exemple essayé de comprendre ce qu'ils étaient en train de faire et je les ai aidés à formuler des demandes de financement avec une terminologie qui attirerait les donneurs internationaux. Maintenant, je voulais vous parler de la soutenabilité qui nécessite une transformation et qui nécessite d'apprendre des apprentissages entre les différentes générations. Donc d'abord, la transformation et l'apprentissage intergénérationnel. Par exemple, on sait que traditionnellement, il y a des pratiques de soutenabilité. Et Niroj, âgé de 41 ans, nous dit, nous les Newari, c'est un groupe ethnique au Népal, nous avons des pratiques de soutenabilité. Nos maisons sont gérées de manière durable. Les briques ce sont des briques que nous faisons nous-mêmes. Et en fait, nous compostons depuis longtemps. Nous compostions dans des trous dans nos cuisines et c'est le même processus. Autre citation. On pense que la communauté elle-même est une école pour chacun. Il y a au moins 3 générations qui sont présentes au sein de la communauté et toutes ont des compétences et des expériences différentes. Chaque enseignant est un apprenant, chaque apprenant peut être enseignant au Népal. On a donné trop d'importance à l'éducation formelle et au diplôme. Cependant, nous croyons que l'expérience et la connaissance de ce qui nous entoure est beaucoup plus important. Donc, par exemple, nos mères ont des connaissances de rituels et savent comment tisser des tapis avec des plantes. Donc ici, on vous montre que je prends aussi l'exemple d'un homme qui a développé
des compétences médicales et qui sait soigner pour quelques dollars. Alors, c'est un homme qui a une formation en médecine moderne, hein, mais qui s'est rendu compte que dans les villages dans lesquels il devait intervenir, où les gens n'ont absolument pas d'argent et ne pouvaient payer des interventions chirurgicales onéreuses, et dans des villages où il n'y a pas d'accès à l'électricité, il a développé d'autres moyens et il reçoit beaucoup de gens d'Afrique, de Thaïlande qui souhaitent connaître la manière dont il procède. Et dernière observation ici, c'est comment soutenir la localisation sans pour autant rejeter les ressources étrangères. Première citation. Lorsque j'ai reçu mon diplôme, au niveau de la communauté, j'étais très heureux et je me disais que ça allait changer notre communauté. Mais après un an, je me suis dit, bon, bah maintenant je fais quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Et nos efforts d'éducation nécessitent des donations constantes. Et les donations, c'est égal à la domination. Donc là, on parle de ressources, on parle de participation au marché et on parle de gens qui souhaitent s'autofinancer en quelque sorte. Deuxième citation. Pour vivre sur la terre, nous avons besoin d'agriculture et d'enseigner aux jeunes. Nous devons être des professionnels en agriculture en connaissant les toutes dernières technologies. Par exemple, le lapsi, c'est ce qu'on produit dans les zones montagneuses de la région. On peut capitaliser sur ce caractère tout à fait unique de cette plante. J'ai suggéré que les écoles l'utilisent et distribuent, et que l'on puisse distribuer 10 000 plants de lapsi greffés pour que l'on puisse commencer notre propre production de lapsi. Donc, plutôt que utiliser des technologies qui permettent de retenir les jeunes dans le village, comme par exemple aussi utiliser des technologies à base d'énergie solaire qui permet de retenir les gens. Donc cela veut dire cultiver des ressources locales, donner du travail à des jeunes au niveau local et générer des ressources financières, toujours au niveau local. Dernière diapositive. En résumé, qu'est-ce que c'est que ces efforts de soutenabilité? Eh bien, c'est une adaptation au changement qui soit fondée sur l'expérience historique et culturelle des populations. Et c'est là que l'on voit l'évolution des concepts de soutenabilité. Ensuite, cela implique des enseignements et des ressources translocales ou interspatiales. Ce n'est pas seulement local, ça implique des changements où les gens des pays avoisinants ou des villages avoisinants interviennent. On a des apprentissages et des transformations intergénérationnelles et puis l'aspect localisation qui permet de maintenir les ressources locales existantes et d'en cultiver de nouvelles sans rejeter les ressources étrangères. Maintenant, je me permets quelques recommandations sur ce que peuvent faire les agences de développement. Première chose, investir pour créer un environnement apprenant au sein des communautés et soutenir les opportunités d'apprentissage sur le terrain. Investir dans des réseaux pour promouvoir l'échange de compétences, un échange de compétences horizontales entre les communautés. Et c'est ce que l'on voit partout dans le monde. Et ensuite, faire le lien entre les programmes locaux et les priorités internationales, travailler de manière étroite avec les partenaires des communautés pour traduire les besoins locaux en discours globaux, comme par exemple faire le lien entre les programmes locaux et les ODD. Et ensuite, utiliser les discours existants sur les connaissances indigènes, les droits des populations indigènes, le patrimoine culturel, etc., pour promouvoir l'apprentissage intergénérationnel en visant un certain niveau de transformation. Donc, et ensuite, et dernière recommandation, investir dans des programmes qui cultivent et retiennent les ressources financières naturelles et humaines au niveau local. Donc, tout cela, évidemment, par le biais des réseaux. Voilà, bien écoutez, je vous remercie pour votre attention.
Merci, Perley. Je pense qu'il nous faudrait 2 jours de conférences supplémentaires pour débattre de tous ces points. Et je lis certains commentaires, et oui, on aborde ici des points très intéressants quand on parle du cercle des nouveaux diagnostics et comment est-ce que l'on peut échapper aux questions du capitalisme mondial, etc. Quel est le rôle des agences de développement? Je suis ravi que nous puissions questionner tout cela au sein d'une conférence organisée par une agence de développement internationale. Mais je voulais également revenir sur ce que disait Suleiman lorsqu'il nous disait qu'après la critique, comment pouvons-nous construire un agenda sud-sud constructif et positif? Et on a parlé de l'intérêt de l'anthropologie prospective. Et on parle moins d'identité, mais de devenir. Et tout cela nous ramène également à ce que nous promouvons lorsque nous parlons de soutenabilité. Et on en a parlé ce matin, quand on a parlé de la construction sociale de tout cela. Donc merci, Perley, pour ces leçons que vous avez accepté de partager avec nous et que vous avez retiré de votre travail de terrain au Népal. Et merci pour les perspectives que cela ouvre aux agences de développement. Maintenant, peut-être qu'il y a des questions dans la salle ou de nos participants à distance. En tant que modérateur, je vais me permettre de poser la première question, sans doute à Aram et à Suleiman, mais bien entendu, Perley, n'hésitez pas à rebondir. Donc, comment est-ce que cette critique de l'après-développement peut très précisément construire ou faciliter ces constructions sociales d'une proposition de voie de développement? Et Suleiman, peut-être avez-vous des exemples à partager avec nous de ces constructions sociales qui sont reconnues localement et au niveau institutionnel et qui permettent de proposer des voies de développement alternatives qui ne sont pas déconnectées du reste du monde, comme vous l'avez dit, mais qui sont appropriées au niveau local. Je vais m'arrêter ici. Aram, si vous voulez commencer à répondre, et ensuite Suleiman, si vous le souhaitez. Oui, merci. Alors, un exemple souvent cité, c'est une des communautés au sud-est du Mexique où vous avez 200 000 personnes qui ont essayé de vivre en communauté auto-organisée sans aucun soutien de l'État mexicain. Et c'est les communautés zapatistes et qui ont également essayé de monter des propositions alternatives au niveau de l'éducation, par exemple, avec un système d'enseignement en langue indigène et permettant de répondre aux besoins de la communauté locale. Et ce n'était pas un enseignement visant à développer des futurs cadres qui allaient s'exporter à Mexico City. Donc là, on est à la frontière entre connaissances traditionnelles des chamans et connaissances modernes grâce à des gens ayant étudié à l'université. Et pour ce qui est du droit à la terre, eh bien, il y avait un droit à la terre collectif, mais avec des liens avec les marchés internationaux via des experts en commerce équitable. Donc, en général, quand on parle de ces solutions alternatives locales, voilà le genre de modèle qui me vient à l'esprit. Mais encore une fois, là, on parle d'une alternative à plus grande échelle qui reste à construire si nous voulons véritablement nous affranchir de ce modèle capitaliste mondial. C'était une réponse brève.
Suleiman, pour rebondir et pour donner un deuxième exemple à celui que vient de donner Aram, l'exemple qui me vient à l'esprit et qui peut se définir comme une priorité pour un agenda africain et qui est très important pour toute la région africaine, c'est le projet d'un mur vert dans le Sahel qui irait de Dakar à Djibouti pour simplement essayer d'arrêter la progression continue du désert, du Sahel. Donc c'est le programme de Grande Muraille Verte. Et c'est un projet qui a été défini en Afrique par les Africains, qui est donc totalement local, qui a un potentiel de relier et d'interconnecter tous les pays, mais qui est également global, car tout le monde comprend que cette muraille verte à la frontière du Sahara, pour essayer d'endiguer la progression du désert, permettrait à toute l'humanité de mieux respirer. La raison pour laquelle on célèbre le fait que le Brésil revienne à de meilleures intentions vis-à-vis de la forêt amazonienne, c'est tout simplement parce que cela a un impact au niveau international. Donc c'est bien un exemple de ce que cela pourrait vouloir dire que d'avoir un projet international tel que celui-là, un projet international décidé et mené par différents pays d'Afrique, mais qui aurait une valeur internationale. Alors bien entendu, on comprend quels sont les obstacles, hein. Le Sénégal a fait pas mal de boulot de son côté, mais dès que vous passez de la frontière du Sénégal, vous rencontrez tous les programmes que l'on rencontre dans l'Afrique subsaharienne aujourd'hui avec le djihadisme et le terrorisme qui fait qu'il est absolument impossible de poursuivre le projet. Mais ça reste à l'ordre du jour. Et c'est pour moi un très bon exemple de ce que l'on pourrait avoir si on permettait à l'Afrique de définir son agenda, un agenda de coopération sud-sud qui aurait un impact sur le reste du monde et un impact évident, car on peut voir aujourd'hui même à combien de défis nous devons faire face. Nous y faisons face en tant qu'humanité et nous devons y répondre en tant qu'une humanité, qu'une espèce humaine. Ce sont des défis environnementaux, sanitaires, etc. Donc voilà la réponse que je voulais vous faire. Merci. Pearly. Vous nous avez parlé de votre expérience au Népal et vous nous avez parlé de votre exemple. Et ce qui m'intéressait, c'était vos recommandations. Vous avez dû aller un petit peu rapidement sur vos conclusions, donc je voulais vous redonner la parole sur votre quatrième point. Quand vous dites, nous, en tant qu'agence ou partenaire de développement, même si je ne peux plus utiliser le mot développement maintenant. Donc on va dire partenaire. Comment est-ce que nous, partenaires, pouvons-nous soutenir les apprentissages intergénérationnels, etc. Donc votre quatrième point. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce point, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Ce que je suggère ici, alors, comme contexte, continuons à soutenir le développement dans son ensemble. Mais que pouvons-nous faire maintenant et aujourd'hui? Et ce que je suggérais, c'est de servir d'intermédiaire. Oups, pardon. Mon image est gelée. Pour autant, nous vous entendons, Pearly. Ah, nous vous entendions. Est-ce que je suis de nouveau avec vous? Oui, absolument. Ok, bah pour moi, mon écran est complètement gelé. Oui, mais nous vous entendons. Ah, petit problème de connexion. Donc, je vous redonnerai la parole dès lors que votre connexion sera stabilisée. En attendant, si nous avons des questions dans la salle, je vois une main se lever. Et ensuite, nous prendrons des questions des personnes qui nous suivent en ligne.
Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui? OK. Bruno Guadin. Je travaille à l'Université de Lille, dans le nord de la France, et les trois présentations m'ont beaucoup intéressé. Ma question est la suivante. Êtes-vous d'accord avec l'idée selon laquelle l'expression « développement » doit être reprise par les chercheurs, les ONG, car, comme le disait Aram, le développement n'a pas de forme. Je suis d'accord avec vous si on prend la position dominante. Mais si on change la définition, on pourrait dire que le développement, ce n'est pas le contraire du sous-développement, ce qui est le concept dominant, mais développement pourrait être l'inverse de enveloppement. Parce qu'en français, quand je donne des cours en développement économique, je dis à mes élèves, en fait, le développement, ce n'est pas l'inverse du sous-développement. Le développement, c'est l'inverse de l'enveloppement. Quand vous développez, vous quittez votre enveloppe. Et quand vous dites que vous quittez votre enveloppe, vous pouvez inclure l'agentéité, la voix, la revanche des contextes, avec l'anthropologue français Olivier de Sardin. Donc, bien entendu, je ne vous demande pas d'arrêter de critiquer le développement, et je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous parlez de post-développement ou de l'après-développement. Mais pour réussir dans un projet de post-développement, peut-être devrions-nous dire qu'en réalité, il suffit simplement de changer l'enveloppe du concept de développement et de le définir différemment. Et bien entendu, avec les travaux de Souleymane Bachir Diam, etc., d'Eiffel Winsa, d'Achille Mbembe, de tous les chercheurs africains qui, malheureusement, ne sont connus qu'en Afrique. Mais en Afrique, nous avons beaucoup d'idées nouvelles. Donc, qu'en pensez-vous? Et je suis désolé que ma question ait été un peu longue. On va peut-être prendre une seconde question et ensuite nous repasserons la parole. Merci. Ah, je vois que Perly est de nouveau avec nous. On est accueilli ici par l'Agence française de développement. Et donc, je vais parler des recommandations telles que Perly les a évoquées, et puis aussi de l'ouverture que Souleymane nous a offert à la fin de cette intervention. Sur la question des recommandations, je voudrais témoigner d'une pratique d'une ONG dans laquelle je suis investi et que l'AFD connaît bien, Migration et Développement, où nous travaillons sur le désir de changement des acteurs avec qui on travaille dans le Sud. Et donc, on est dans une position extrêmement confortable parce qu'on accompagne. Alors, le désir de changement, ça ne suffit pas. Il faut aussi la volonté d'agir parce que sinon, on peut avoir 1000 désirs. Mais on est dans une position confortable à cause de ça parce qu'on accompagne ces acteurs et on essaye de faire que, par essaimage, les choses s'étendent. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point par rapport à ce qu'a dit Souleymane, qui m'a semblé très intéressant. Alors, bon, personnellement, j'ai passé ma vie à faire de l'économie, du développement. Tout à l'heure, on a dit est-ce qu'il y a beaucoup d'économistes dans la salle, donc moi, j'en suis. Mais je me considère comme un économiste repenti parce qu'on n'a pas quand même eu tout bon depuis 30 ans à faire de l'économie, notamment à ne pas voir que les ressources étaient limitées. Pour un économiste, c'est quand même grave. Mais par rapport à ce qu'a dit Souleymane, je voudrais témoigner justement en dehors du champ de l'économie d'un exercice prospectif absolument fabuleux qui n'est pas le fait d'un prospectivisme, mais d'une romancière. C'est Leonora Miano, dans son roman prospectif à 2150, Rouge impératrice, qui nous donne un exemple d'une nouvelle gouvernance, de nouvelles relations entre les pays du sud de l'Afrique, d'une nouvelle relation, je dirais, au spirituel, notamment dans la gouvernance, dans une gouvernance unifiée d'une Afrique qui ne l'est actuellement pas beaucoup. Voilà. C'est juste que les romanciers peuvent parfois nous ouvrir des portes qui sont extrêmement intéressantes, même pour des simples économistes, repentis ou pas. Merci. Thank you for this question, comment. Merci pour ce commentaire et pour cette suggestion. Je voulais revenir sur le premier point
de la personne qui s'exprimait en dernier sur le rôle des ONG qui travaillent sur un désir d'avenir et comment le soutenir. Et tout cela fait le lien avec ce que vous commenciez à dire, Pearlie, avant que vous ne soyez déconnectés. Donc je vous repasse la parole et ensuite je demanderai à Suleiman et à Aram de rebondir sur tout cela. Merci. Merci et je suis désolée de ce petit problème technique. Il y en a toujours quand on est en distanciel. Donc oui, je parlais de servir d'intermédiaire parce qu'il faut comprendre quels sont les projets au niveau local et ensuite faire le lien. Je travaille au niveau de l'UNESCO et on parle beaucoup de capital culturel, etc. Donc on peut faire le lien entre tout cela et les projets des communautés locales quand elles disent on veut transmettre nos compétences à notre manière. Eh bien, je leur dis, OK, eh bien, on peut faire le lien entre cela et des objectifs plus globaux. Donc, la soutenabilité, c'est un mot assez vague, mais qui peut se traduire en objectifs beaucoup plus concrets. Donc, en fait, tout doit partir du local et ensuite, on a des contraintes structurelles et c'est là que nous pouvons agir pour prioriser ce que veulent les communautés. Et toutes les communautés locales, d'ailleurs, ne savent pas toujours ce qu'elles veulent. Je suis désolée de le dire, mais c'est vrai que il faut investir dans un environnement qui leur permette de partager leurs réflexions, ce qui ensuite permet de faire émerger ce type d'idées. Donc c'est pour ça que je parle d'un environnement apprenant, et c'est pour ça que je parle de réseaux horizontaux permettant aux communautés d'échanger entre elles. Donc voilà les points principaux que je voulais soulever ici. Merci Pearlie. Avant de conclure et de revenir sur les tout premiers commentaires quand on parlait du concept d'enveloppe et d'envelopper et de développer, on a des commentaires en ligne. Peut-on utiliser la gestion des biens communs plutôt que les concepts de développement global qui jusqu'à présent ont échoué? Quelle est la pertinence et le rôle des valeurs universelles dans ce questionnement? Donc je m'arrête ici, mais je souhaitais simplement passer la parole à tous les trois. On va peut-être commencer par Aram, puis ensuite Suleiman, et enfin Pearlie. Éventuellement, vous pourrez conclure. Merci. Avec ces deux derniers commentaires, vous avez déjà ouvert la discussion à d'autres horizons, mais malheureusement, il va falloir être bref. Donc, redéfinir le concept, je crois que c'est ce qui a été fait au cours des 50 dernières années, je dirais. Il y a eu des discussions très intéressantes dans les années 70, se concentrer sur le développement autochtone. Mais de manière générale, quels ont été les effets? À chaque fois que des progressistes ont redéveloppé, repensé ces concepts, la Banque mondiale a dit oui, absolument. Le développement qui donne plus d'agentéité. Oui, nous sommes avec vous. C'est très intéressant. Mais ensuite, les acteurs principaux dans le mainstream se sont appropriés ces concepts qui avaient été repensés, retravaillés. Et en parallèle, il y a eu des discussions dans le domaine de développement en coopération. Et néanmoins, l'exploitation des pays du Sud n'a pas cessé. Il y a chaque année plus d'1 trillion de dollars qui passent du Sud au Nord en raison de cette exploitation. Donc oui, les concepts, le vocabulaire, la sémantique, tout ceci est important, mais cela ne doit pas nous détourner du conflit qui existe bel et bien.
Très rapidement, sur les deux autres commentaires, oui, les biens communs, les communs, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Comment est-ce que l'on peut les gérer de manière démocratique? Comment peut-on améliorer ou tenter de guérir les blessures que ces systèmes économiques créent? Les valeurs universelles, c'est une question vraiment difficile. J'aimerais demander à Suleiman, peut-être, s'il pouvait répondre à cette question, parce qu'il rejetait l'idée du relativisme culturel. Bien sûr, c'est quelque chose de dramatique. Si un homme âgé, blanc, s'approprie une culture ou des concepts, s'il exclut les droits des femmes, les droits des personnes trans, LGBTQI+, etc. Mais la culture, c'est en réalité l'ensemble des valeurs et pratiques d'une population, d'un groupe humain. Et il n'y a rien de mal à ceci. Et nous voyons aujourd'hui, et nous avons vu tout au cours du XXIe siècle et du XXe siècle, l'Occident dire au nom des valeurs universelles, nous devons nous déployer militairement sur le territoire d'un pays X, Y, Z. Donc oui, le relativisme culturel pourrait peut-être néanmoins être utile. Merci, Suleiman. Oui. La première question portant sur le concept de développement compris comme un enveloppement. Oui, je pense que nous devrions comprendre le développement comme une métaphore biologique. Le développement, sortir de sa propre enveloppe, se développer, devenir en quelque sorte un papillon. Et l'utilisation réflexive du verbe développer en français, si on dit se développer, donc en français, il y a une différence entre développer et se développer en français. Et donc, dans ce cas-là, dans la compréhension du verbe se développer, c'est intéressant. Mais la plupart du temps, on dit qu'il faut développer quelqu'un, qu'il faut développer un pays. Et ça n'est pas logique. Donc, je pense qu'il faut tout simplement se débarrasser du mot. Comme je l'ai dit, les mots ont moins de signification figée qu'ils n'ont d'usage. Donc, si l'on est clair sur les problèmes associés à un terme, eh bien, on peut en réalité tout simplement utiliser ce terme en ayant été très clair sur ce que l'on veut faire. Sur la deuxième question, le fait que les ONG qui travaillent sur le terrain regardent de près à ces désirs de changement, c'est très important. Le développement, un véritable développement, est la réalisation de ce désir de changement, le principe de mouvement au sein de la société elle-même et la vision de la trajectoire que souhaite adopter cette société. Et je suis très heureux d'avoir entendu ce qui a été dit sur mon amie Leonora Miyano. C'est très important. Lorsque l'on parle de développement, d'anthropologie prospective, le sens de prospective en français, ce terme, prospective, ça ne veut pas tout simplement dire continuer à suivre les tendances que l'on peut observer aujourd'hui. Ça ne veut pas dire, OK, j'observe cette tendance aujourd'hui et si elle continue, très probablement que dans X temps, nous aurons telle situation. Ce n'est pas du tout suivre et faire des projections mathématiques sur la base des tendances
actuelle. Donc, le terme prospective qui nous vient de la philosophie française, Gaston Berger, un philosophe français, est d'ailleurs celui qui a inventé le terme. Et dans cette notion de prospective, l'imagination joue un rôle clé. Il faut se projeter dans un avenir que l'on souhaite créer. Bien sûr, cet avenir ne peut pas être complètement détaché de la réalité actuelle. Il est lié au type de gouvernance que vous souhaitez atteindre en raison de la gouvernance qui existe aujourd'hui. Mais l'imagination joue un rôle clé dans l'exercice prospectif. Et il y a de nombreuses années, j'ai participé à une discussion avec Jacques Gérier, un français, un prospectiviste français, c'était une discussion qui s'intitulait, il me semble, le futur du Sahel ou quelque chose de ce type. Le travail, l'imagination est très important dans le domaine du développement aussi, et c'est pourquoi les paramètres culturels, socio-culturels sont si importants. Et les biens communs, les communs sont clés. Il faut penser le développement comme quelque chose de mondial qui vise à réaliser le bien commun et à servir les intérêts de tous. Aujourd'hui, ce que l'on peut voir, on ne peut pas ignorer les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Ce sont des enjeux, des défis que nous devons relever en tant qu'espèce humaine. Et donc, il faut redonner une nouvelle signification au terme de cosmopolitique, à savoir la politique de l'humanité, la politique du cosmos. Apprendre à réaliser pleinement notre humanité ensemble et apprendre à vivre ensemble sur la planète que nous sommes en train de détruire. Et cela me permet de créer un lien avec la dernière question sur l'universalité. Je suis absolument d'accord avec ce que vous avez dit à Rome sur le bon emploi du relativisme culturel. Le relativisme culturel peut servir s'il est employé comme un outil anticolonialiste. En effet, faire jouer le relativisme culturel contre la notion impérialiste de l'universalisme est intéressant. Et que veux-je dire par là? C'est cette idée que l'Europe, une partie du monde, serait le représentant de l'universalité et que sa mission serait de disséminer cette universalité dans l'ensemble du monde. Cette notion de l'universel est quelque chose qui est aujourd'hui à toucher sa fin. Et bien sûr, nous sommes confrontés à des défis communs auxquels nous devons répondre ensemble. Il faut donc penser quels sont nos communs, nos biens communs, et nous devons créer un horizon d'universel ensemble, mais on ne peut le faire que si l'on prend bien en compte la pluralité du monde. Et c'est l'approche postcoloniale de l'universalisme. Ce n'est pas un universalisme qui serait défini par une région du monde qui se définit elle-même comme le représentant naturel de l'universel, mais un universalisme qui serait le résultat de la rencontre de différentes cultures. Cette horizontalité que nous avons tous les trois abordée est importante. Donc, c'est la tâche qui nous attend au vu des enjeux que nous devons relever ensemble. Et je pense que c'est la piste à explorer pour l'avenir. Merci beaucoup pour ce message. Plein d'espoir. Et donc, Pearlie, vous avez 1 minute pour finir cette table ronde. Après avoir écouté ces différents commentaires, je ne peux pas m'empêcher de penser au mot pouvoir. Faut-il changer les termes utilisés? Oui, absolument. Mais pour les populations locales, on dira encore « Oh, ils ont encore inventé d'autres termes qu'il faut que l'on utilise » et voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces nouveaux termes inventés pour notre propre... pour nous-mêmes. Et les biens communs, oui, très bien, mais je reviendrai à ce que je disais sur la localisation. Si nous pouvons investir pour développer, cultiver ou maintenir des capitaux financiers, naturels, humains au niveau local. Je pense
que c'est très prometteur, ou en tout cas, cela permet d'aller dans le bon sens. Et enfin, sur les valeurs universelles, une fois de plus, ici, on parle de relations de pouvoir. Lorsque l'on parle de valeurs universelles, ce sont les valeurs de qui exactement? Comme les droits humains, par exemple. Au début, les anthropologues se sont opposés aux droits humains en raison du relativisme culturel, puis ils ont dit que peut-être on pouvait redéfinir ces droits humains pour aider les personnes qui veulent aider, par exemple en développant le concept des droits des peuples autochtones, le droit au développement, etc., etc. Mais pour moi, la question est plutôt de savoir comment est-ce que l'on peut tirer parti de tout les décisions prises par les plus puissants au nom des personnes qui n'ont pas le pouvoir. Voilà, j'ai fait de mon mieux pour être la plus brève possible. Merci beaucoup. Je vous invite à applaudir l'ensemble de nos participants. Perly, Aram, Suleiman, nous avons beaucoup de pistes à explorer grâce à vous en tant qu'agence française de développement. J'utilise encore ce terme en sachant bien qu'est-ce qui peut se cacher derrière. Merci beaucoup pour votre participation et contribution à cette discussion cet après-midi.